Avec 47% d'enfants non scolarisés, le Niger se classe deuxième après le Soudan du Sud parmi les 4 pays ayant la plus forte proportion d'enfants non scolarisés en zone de conflit. C'est un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui l'indique. On en parle dans cette édition. Et puis après le transfert par les autorités nigériennes de la gestion des magasins sous douane de la rive droite à la société Bolloré Africa Logistique, les travailleurs de ces magasins sous douane sont mécontents. Ils ont animé ce matin un point de presse. Vous suivrez son résumé dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce vendredi 15 janvier 2016. Débutons par ce communiqué de presse du Front patriotique et républicain FPR. La coordination nationale du Conseil des leaders du FPR tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que conformément au chronogramme de la CENI, le collège électoral a été convoqué par le président de la République depuis le mardi 15 décembre 2015 pour les élections présidentielles et législatives. Le FPR rappelle toujours que l'article 21 de la loi portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires dispose qu'avant l'ouverture de la campagne électorale, tout acte de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques fait publiquement, directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la nature ou le caractère, sont interdits. Le même article précise qu'il est interdit à toutes les autorités de l'État sur le territoire national, à partir de la date de la convocation du corps électoral, d'entreprendre toute visite et tournée à caractère économique, social ou autrement qualifié et qui donne lieu à de telles manifestations et déclarations. Or, selon le FPR, les autorités actuelles à tous les niveaux et à leur tête le président de la République Issoufou Mahamadou continuent à violer cette disposition légale. Plus grave, les autorités elles entraînent depuis quelque temps les représentants des associations religieuses des chefs traditionnels et récemment encore les représentants des corps diplomatiques et des partenaires techniques. Aujourd'hui, ce sont l'opposition politique dans le communiqué, soucieuse de l'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives, ne saurait accepter ces violations répétées de la loi. C'est pourquoi elle dénonce et fustige la violation de la loi par le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a juré pourtant de faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée. L'opposition demande aux ambassadeurs et partenaires techniques et financiers de ne pas être complices de la violation de la Constitution et du Code électoral. Elle interpelle les autorités à tous les niveaux pour le respect strict du code électoral et une compétition équitable entre les candidats. Elle interpelle le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, quant au respect de son serment de respecter et de faire respecter la loi électorale. Elle interpelle le Conseil supérieur de la communication chargé de la régulation et le ministère chargé de l'Intérieur, tous deux chargés de l'application stricte de cette interdiction énoncée à l'article 21 de la loi susvisée. Elle demande enfin à la chefferie traditionnelle et aux représentants des associations islamiques de faire preuve de neutralité telle que l'exige la loi. En tout état de cause, le FPR, poursuit le communiqué, prend à témoin l'opinion nationale et internationale des agissements des autorités, au premier rang desquels le président de la République en personne, ainsi qu'aux conséquences qui résulteraient des violations répétées du code électoral et de l'instabilité électorale qui en découlerait. Elle demande donc, pour finir, à ses militants et militantes de s'opposer par tous les moyens légaux à ces pratiques qui frisent la rupture de l'égalité de tous les candidats aux compétitions électorales, fait ce jour 15 janvier 2015 pour l'opposition politique, son porte-parole, M. Ousseini Salatou. Un autre communiqué cette fois-ci du collectif des admis des concours spécial A et B. Les admis du spécial A et B promotion 2012 et 2013 constatent avec amertume le caractère sélectif, injuste et discriminatoire par lesquels les autorités de la 7e République ont traité la question du spécial A et B. Ils constatent avec consternation la rupture d'égalité des citoyens devant la loi au mépris des textes nationaux et internationaux. Il condamne la radiation injuste de 200
288 enseignants sans droit de retraite au moment où les élèves manquent cruellement de professeurs dans les collèges et lycées du pays. Elle dénonce l'arbitraire, le népotisme, l'affairisme et le favoritisme qui ont été entretenus et qui continuent d'être observés dans la pratique de l'administration nigérienne et rappelle aux autorités de la 7e République qu'ils ne tiennent pas à disparaître comme des néandertaliens et qu'ils doivent donc bénéficier du même droit et du même traitement. Enfin, il lance un appel vibrant à l'endroit de la justice nigérienne afin que le droit soit dit et que force revienne à la loi, signé leur président dans un communiqué daté de ce vendredi 15 janvier 2016. Après le rejet par la Cour d'appel de Niamey de la demande de sa mise en liberté provisoire, M. Ama Amadou, président du Modenef Alumana Africa et candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain, a demandé, selon ses avocats que vous avez suivis certainement sur nos antennes, il leur a demandé donc de ne plus rien entreprendre dans le sens d'une probable sortie de prison car il s'estime désormais comme un prisonnier politique. Pour Maître Bachir Amadou, jeune Nigérien doctorant en droit qui est basé en France, c'est une bonne stratégie et M. Amamadou et ses avocats ont encore une autre possibilité. Je propose de suivre un extrait d'un entretien qu'il nous a accordé avant de retrouver l'intégralité dans notre édition de demain samedi. Aujourd'hui, les avocats de M. Amamadou peuvent, s'ils le souhaitent, saisir la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral cette fois-ci pour lui faire en fait connaître de l'inégalité qui existe entre les candidats. Parce que M. Amamadou, aujourd'hui, il faut le dire, en tant que candidat, devait jouir des mêmes droits que les autres. Donc il y a une égalité de traitement qui est assurée, en fait, qui est prévue par le code électoral. Aujourd'hui, le juge électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Dans ce cas de figure, la Cour constitutionnelle, en matière électorale, pouvait se prononcer encore une fois de plus sur cette question afin de rétablir les candidats de leurs droits. La Cour constitutionnelle est juge électoral. Donc sur ce point-là, oui, elle est compétente et elle est obligée d'ailleurs, sinon il y a le déni de justice aussi qui est là. Donc la Cour, la connaissance ne va pas en fait glisser sur ce terrain-là, mais en tant que juge électoral, peut donner son avis et il est normalement, en fait, il est d'ailleurs inéluctable que la Cour puisse interpréter cette question de la façon la plus juste, c'est-à-dire qu'en permettant à tous les candidats d'avoir les mêmes temps d'antenne, d'avoir les mêmes conditions pour battre campagne, et cela veut dire que M. Amamadou ne devait pas rester dans sa cellule pour battre campagne. Donc maintenant, je pense que c'est à ses avocats qu'il convient, maintenant qu'il appartient de faire en fait d'activer toutes ces procédures-là. J'estime que M. Amamadou aujourd'hui adopte une autre stratégie de défense parce que quand il dit qu'il se considère un prisonnier politique, et oui, il donne en fait l'occasion à la justice de lui prouver le contraire. Et c'est ce que la justice devra faire, je pense, et prendre la mesure en fait de ces déclarations pour pouvoir vraiment dire le droit de façon beaucoup plus objective. Et à ce niveau-là, je pense que j'ai évoqué la dernière fois la théorie des apparences, parce qu'en fait, vous savez, quand on rend une décision de justice, même si elle est injuste, il faut qu'elle donne l'apparence en fait d'être indépendante, d'être juste, parce que sinon, celui à l'encontre de qui elle est rendue cette décision n'a pas le sentiment d'être jugé et il a le sentiment de l'injustice et là ça lui cause un problème d'exécution de la décision de la justice. Donc pour qu'une décision de justice puisse être exécutée et pour que le justiciable puisse se soumettre à cette décision-là, il faut qu'on lui donne l'impression que la justice a été rendue de façon indépendante, équitable et juste. Partant de cette interprétation, il est vrai que celui aujourd'hui qui est dans la position de l'inculpé, qui est M. Amamadou, a le sentiment d'être en fait un prisonnier politique, tout simplement parce qu'il a le sentiment que la justice est mise à contribution pour rendre des décisions en sa défaveur. Voilà, vous pourrez donc suivre l'entretien que nous a accordé M. Bachir Amadou, doctorant en droit qui est basé en France, dans notre édition de demain en partie magazine. Le syndicat des agents travaillant au magasin Soudan de la rive droite de Niamey était ce matin devant la presse nationale pour expliquer la situation née du transfert par les autorités nigériennes de la gestion de ces magasins Soudan
au groupe Bolloré Africa Logistique, un transfert auquel ce syndicat s'était opposé, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, le syndicat dénonce surtout le peu d'intérêt qui est accordé au côté social dans le cadre de ce transfert. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Aboubakar Souley et Sidikou Ousmane. Et de 3 à travers cette sortie médiatique pour le Centramad, le syndicat national des travailleurs des magasins sous douane, le transfert de gestion des magasins sous douane à Bolloré, une véritable épine dans son pied et ce malgré sa bonne volonté affichée. Ayant constaté le mutisme des autorités de tutelle, le Ben Centramad a transmis un mémorandum au ministre de l'économie et des finances le 14 décembre 2015. Dans ces documents très exhaustifs, qui permettaient aux autorités de prendre la bonne décision en faveur des magasins sous douane et de son personnel, nous demandions, entre autres au ministre de l'économie et des finances, de ne pas signer l'arrêté portant transfert de la gestion et de l'exploitation des magasins sous douane de Niamey à Niger Terminal SA, tant que ces derniers ne statuent pas sur le sort du personnel opérant dans ce complexe. De décembre 2015 à la date d'aujourd'hui, que des actes maladroits ont été posés et de plus belle manière, comme s'il ne fallait pas interpeller. Mieux, le Centramad aurait voulu que le cadre soit créé, mais hélas. Dans un souci d'apaisement et de dialogue, une demande d'audience du syndicat auprès du ministre est restée jusque-là lettre morte. Tout cela procède d'une stratégie de fuite en avant dans la gestion des problèmes et des mépris affichés à l'encontre du Ben Centramad et de ses militants. C'est toujours la logique du profit pour le profit qui continue. Cet arrêté a été relayé par le directeur général de douane le 7 janvier 2016 en affirmant pompeusement que l'exploitation des magasins sous douane de Niamey rive droite à Niger Terminal est effective depuis le 18 mai 2015, date du lancement officiel de l'opération. Ceci a été fait à travers la note circulaire 003 DGDDRI du 7 janvier 2016. Par la même occasion, il profite pour parler des tarifs applicables par Niger Terminal et que les procédures douanières de traitement des marchandises et autres seront communiquées par note de service. Il n'y a que le profit pour les profits qui intéressent. Le personnel et leurs préoccupations sont jetées aux oubliettes. C'est un rappel. Depuis le lundi 13 avril 2015, le ministre des Transports a autorisé Bolloré à commencer ses activités à Niamey rive droite, alors même que le sort des agents n'était pas pris en compte, chose loin d'agréer l'assentiment du Centramad. Bolloré, qui ne cesse de mécontenter davantage les agents dans ce secteur, avec cette autre grève des transitaires. Dans une récente publication, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a fait état de la situation des enfants déscolarisés dans les pays en conflit. Le Niger, avec la guerre de la secte islamiste Boko Haram qui se déroule dans la région de Difa, fait évidemment partie de ces pays. Et selon cette publication de l'UNICEF, le Niger a un taux de 47% d'enfants non scolarisés et se classe ainsi deuxième après le Soudan du Sud. Toujours dans ce rapport, il est indiqué qu'à Difa, 164 000 enfants âgés de 6 à 12 ans, parmi lesquels 23 000 enfants nigérians ont besoin d'aller à l'école primaire. Cet après-midi, la représentante résidente de l'UNICEF au Niger a accordé un entretien à la radio-télévision Labari et nous est résumé ici par Halidou Bourema et Ali Sissé Ibrahim. Actuellement, dans le monde, 22 pays sont touchés par des conflits qui influencent considérablement le bon fonctionnement de l'école. Dans notre pays, la région de Difa affiche un nombre important d'enfants qui ne vont pas à l'école à cause des attaques du groupe terroriste Boko Haram dans la zone. La représentante de l'UNICEF au Niger précise ici l'impact de ce conflit sur la scolarité des enfants. Beaucoup de populations se sont déplacées récemment parce que leur village a été attaqué et donc se sont délocalisés vers des endroits où ils se sentaient plus en sécurité. Je parle plus particulièrement, se sont délocalisés le long de la route nationale numéro 1. Parfois, dans les nouveaux endroits où ils se sont implantés, il y avait parfois des écoles, mais le plus souvent, ils se sont juste
déplacés vers des sites. Et donc, du coup, l'école d'origine a été abandonnée et l'enfant est déscolarisé. C'est un peu la même problématique pour les enfants nigériens qui sont arrivés dans le pays et qui, eux également, ont quitté leurs écoles d'origine et se sont déplacés vers le Niger pour être plus en sécurité. Le sort des enfants déscolarisés dans la région de Difa pour cause de conflits ne peut laisser insensible. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'est engagé à leur venir en aide. Nous travaillons avec le ministère de l'enseignement primaire, évidemment aussi avec le secondaire, mais surtout avec le primaire, pour appuyer la demande dans les régions qui ne sont pas atteintes par l'insécurité, c'est-à-dire travailler avec les parents pour que leurs enfants rejoignent l'école. Et on travaille plus précisément aussi dans les zones qui ont été affectées par l'insécurité à Difa, dans les écoles qui ont été déplacées pour le plus souvent soit construire des écoles en dur, mais ça c'est un processus trop lent pour le moment. Donc surtout pour construire des écoles temporaires. Quand je dis temporaires, c'est souvent des écoles presque sous tente ou sous bâche, mais où les enfants ont des cours avec leurs instituteurs, ces mêmes instituteurs qui les encadraient quand ils étaient dans leur village d'origine. En tout état de cause, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance entend tout mettre en œuvre avec l'appui du gouvernement pour permettre aux enfants déscolarisés de la région de Difa de retrouver un cursus scolaire normal. Une soirée culturelle pour promouvoir la consommation du riz produit localement. C'est une initiative de la Fédération des unions des coopératives de producteurs de riz FICOPRI. La soirée s'est déroulée il y a quelques instants au niveau de l'Académie des arts martiaux. Cette activité a reçu l'appui financier de l'Union européenne, mais aussi de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA. Adam Soumana et Sadoudoumi pour le résumé. Cette manifestation riche en couleurs, en animations et en divers produits de riz local vise à faire la promotion de ce dernier aux consommateurs nigériens. Une soirée dite culturelle qui a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités à la tête desquelles le haut-commissaire à l'initiative 3N, les différents acteurs intervenant dans la filière riz au Niger, sur l'initiative clairvoyante de la Fédération des unions des coopératives et producteurs du riz. Cette soirée de promotion de riz local dite une nuit pour une consommation citoyenne se déroule dans un contexte où les plus hautes autorités ont fait le choix stratégique de faire en sorte que les Nigériens soient prioritairement nourris par ce que les Nigériens produisent à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Elle se déroule également dans un contexte où les besoins en riz ne cessent de croître alors que les producteurs et les transformateurs éprouvent d'énormes difficultés à vendre leurs produits. C'est pourquoi la FICOPRI a toujours dénoncé et continuera de dénoncer ce paradoxe. Au rang des partenaires stratégiques de la FICOPRI se trouve la société Le Riz du Niger, dont le premier responsable n'a pas manqué de souligner à l'assistance les difficultés rencontrées dans la commercialisation du riz local. La première difficulté au niveau de la commercialisation du riz blanchi, c'est d'abord les coûts de production. Le coût de production suppose le coût de cession du riz paddy des coopératives à l'usine et les coûts de transformation. Vous savez, le riz local n'a pas les mêmes charges d'exploitation que le riz importé. Et ce qui fait que les charges supportées par le riz local font que le riz paddy coûte cher. À l'opposé, le riz importé est un riz hautement subventionné. Procédant au lancement officiel de cette soirée pour une consommation citoyenne, le haut-commissaire à l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens a invité les producteurs du riz à être plus compétitifs. Je demanderai aux différents acteurs de la filière riz plus de détermination, plus d'organisation et plus de travail afin non seulement de produire plus et bien, mais surtout de produire moins cher. Donc, être compétitif. En effet, à l'ère de la globalisation du marché, certes, le gouvernement doit protéger et promouvoir nos produits locaux, mais seule la qualité et la compétitivité de notre riz détermineront la viabilité de la chaîne de valeur. C'est pourquoi le gouvernement se réjouit de l'initiative des organisateurs de la présente manifestation qui montre non seulement leur volonté à œuvrer ensemble, mais aussi à aller vers le consommateur pour chercher sa confiance.
Mesdames et messieurs, je pense que les acteurs de la filière riz, au-delà des acteurs ponctuels de promotion, doivent se montrer plus innovants en matière d'offres de produits et d'organisation des circuits de distribution. En d'autres termes, il va falloir diversifier non seulement la graine en tant que telle, mais tous les produits à base de riz. Pour amener les foyers nigériens à connaître et aimer davantage le riz local, les organisateurs de la présente cérémonie ont procédé à une distribution de kits de 5 kg de riz aux jeunes écoliers présents sur place. Consommons tous le riz du Niger car c'est la qualité jamais égalée. Voilà, en restant dans la même dynamique pour faire suivre cette fois-ci un reportage sur le commerce de la salade. Une culture non seulement lucrative mais surtout très prisée ces derniers temps. C'est un reportage signé Aboubakar Souley et Ramatou Barchi. À chaque saison d'arrêt, et le quartier Combo offre actuellement un spectacle grandiose de la production de la laitue. Une culture qui permet d'approvisionner en abondance les marchés. Une floraison qui donne la possibilité aux clients de s'en procurer selon leur bourse. Les clients sont réguliers, mais je peux dire que c'est le moment propice n'est pas du tout ce que nous pensons. Parce qu'en fait, c'est à court terme. Bon, à partir du moment où, compte tenu de l'inondation, vous voyez depuis juillet, et jusque-là, nos jardins sont toujours inondés. On n'a pas la quasi-totalité de nos espaces. Et ce qui fait que, effectivement, ce grand retard-là ne fait que nous mettre en retard. Effectivement, c'est à partir du mois d'octobre, allant vers fin mars, avril. Effectivement, ça, c'est le moment propice. Bon, hormis ces 4 mois, cela veut dire que maintenant, c'est la chaleur maintenant qui s'installe. À ce moment, c'est le moment difficile. Et en ce moment, c'est pendant la chaleur que nous arrivons maintenant à récupérer nos terrains. Parce que vous voyez. Donc, si bien qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maximiser. Ça, il faut se battre. Vraiment, Dieu merci, nous y trouvons notre pain. Seulement, nous entendons que ça donne de la typhoïde. Et c'est à cause de ça que nous les lavons bien. Nous en achetons pour 25 000 francs, voire 30 000 francs. Il y en a aussi pour 22 500 francs et pour 17 500 francs. Cette abondance sur le marché fait la fierté des clients qui s'en félicitent car pouvant payer de quoi nourrir toute la famille. Le prix de la salade a beaucoup baissé maintenant. Tu vois tout ça, c'est à 500 francs. Avant, même à 1000 francs, tu ne peux pas l'avoir. C'est vraiment accessible à bon prix maintenant. Et je suis venu m'en procurer pour moi et pour la famille. Le commerce, certes, est lucratif, sauf avant consommation. Il faut veiller scrupuleusement à l'aspect hygiène dans sa préparation pour éviter certaines maladies comme la fièvre typhoïde. Tout autre chose à présent, dans le cadre du renforcement des capacités de ses étudiants, l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a initié une série de conférences. Ainsi, après une première sur la corruption en milieu scolaire et une seconde sur le droit humanitaire international, ce matin à l'Institut, l'ambassadeur de France au Niger a animé une conférence sur la thématique « La francophonie et la France dans la globalisation ». Le résumé. Je souhaite naturellement remercier l'IFTIC pour son accueil. Cette conférence débat sur les thèmes « La France et la francophonie dans la globalisation » entre dans le cadre des activités académiques de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Au cours de son intervention, le directeur général de l'IFTIC, M. Kamed Abdoulaye, a remercié l'ambassadeur de France au Niger pour sa disponibilité d'avoir accepté de venir lui-même animer cette conférence au profit des étudiants et des personnels de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Niger, son Excellence Marcel Escure, a rappelé l'importance de ce thème capital sur la globalisation tout en relatant les missions de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cette organisation a pour objectif de faire la promotion de la langue française, de la culture, la démocratie, de l'éducation et du développement. La francophonie comme la France sont très présents sur la scène internationale. Je crois qu'indiscutablement la francophonie est et demeure
une source d'inspiration pour ce monde nouveau, surtout au plan des valeurs et au plan de la langue, de la culture, ce qui nous est le plus cher parce que partie de notre identité profonde. Nous pouvons considérer que la francophonie face à ce monde nouveau est bien placée pour lui apporter une inspiration. Oui, une inspiration. Et je vais passer en revue donc les valeurs, c'est-à-dire un contexte général, et ensuite plus précisément la question de la langue. Alors, les valeurs. Ce monde a énormément changé. La question qui se pose donc, sommes-nous vainqueurs? La globalisation, l'ouverture des frontières, vont-elles dans le sens des valeurs de la société ouverte, les valeurs sur lesquelles l'ensemble des pays francophones s'entendent? Valeurs de pluralisme politique, religieux, culturel, valeurs de tolérance. Ce monde, comme je le dis, est propice à la circulation. Et nous devons remarquer que ces valeurs, dans les 20 ou 30 dernières années, ont été de mieux en mieux définies. Définies lors des sommets francophones, lors des sommets des Nations Unies, par les organisations régionales, notamment les organisations africaines. Donc nous avons vu tout un travail normatif. Un travail normatif qui contient à la fois des normes juridiques. Une conférence qui a permis aux étudiants de poser des questions aux conférenciers. Enfin, c'est sur une note de satisfaction qu'avait pris fin la conférence. Enfin, un nouvel ouvrage dans le domaine de l'entrepreneuriat est désormais disponible à Niamey. Il est intitulé « Les 51 pratiques fondamentales des leaders », une œuvre du responsable du groupe GA Africa Consulting, M. Gilles Ataï, dont la présentation a eu lieu ce matin au cours d'une cérémonie organisée par la compagnie de téléphonie mobile nigérienne RTL SA. Michel Deji et Nasser Sedou pour le compte-rendu. C'est une initiative qui s'inscrit dans le volet de promotion du leadership de RTL Niger et à l'illustre auteur de cet ouvrage de présenter ses grandes lignes et les raisons qui l'ont motivé à l'écrire au public. Les 51 pratiques fondamentales des leaders, c'est un livre qui, à mon avis, peut contribuer à changer notre monde vers ce qui est positif. À l'intérieur de ce livre, je propose 51 pratiques qui peuvent, si on les adopte, amener à convertir le monde vers plus de coopération, vers plus de performance, vers plus de résultats positifs. Et ce n'est pas vraiment difficile à suivre. Il y en a une qui s'appelle préparer son héritage. Et ici, je ne parle pas d'héritage financier, mais d'héritage pour ce qu'on passe pour les générations à venir. Il y en a une qui est rechercher l'excellence en toutes choses, rêver très grand. Bref, ce sont des pratiques que j'ai observées auprès de personnes qui m'ont inspiré. J'ai juste pensé qu'en les partageant avec d'autres personnes, on pourrait lancer un peu d'infection positive pour que notre monde change. Gilles Ataï est un partenaire clé pour RTL. On a jugé important de partager avec nos partenaires, avec nos clients, ce livre qui vient de sortir. Donc c'était dans ce sens-là pour qu'on puisse créer cette masse critique en Afrique qui croit au changement, qui croit à l'Afrique qui gagne et à l'Afrique qui excelle. Paru aux éditions Afrique Challenge en septembre 2015, les 51 pratiques fondamentales des leaders de Gilles Ataï est un guide pratique sur le leadership sous toutes ses formes, dont la version en d'autres langues est déjà fortement sollicitée dans plusieurs pays à travers le monde selon l'auteur. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.